l'école, à l'université, mais qui surtout doivent être nourris d'expérience, de retour d'expérience de professionnels. Donc j'ai souhaité m'orienter et transmettre et partager avec mes collègues notre expérience. Alors, vous n'êtes pas seul sur ce plateau, Claire, vous êtes accompagnée de Denis Remernier. Denis, bonsoir. Bonsoir. Alors, Denis, vous êtes un ingénieur en HSE, hygiène, sécurité et environnement. Vous êtes également consultant en santé, sécurité et environnement avec plus de 30 années d'expérience. C'est vrai que vous n'êtes pas tout jeune, Denis. Alors, vous accompagnez les industries, les entreprises à la mise en place des mesures QHSE. Et je tiens à rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes au Cameroun. Vous êtes arrivé au Cameroun dans le cadre du 5e forum de la QHSE, organisé par le cabinet de Go Ahead Africa de Roland Kouemen. Bienvenue sur le plateau et vous avez accepté de venir sur le plateau du Canada international, notamment celui de Tchekop, pour partager votre savoir avec nos téléspectateurs. Et comme je l'ai dit à l'entame, nous parlons ce soir des maladies professionnelles, de ce qu'il faut faire pour les éviter. Alors Claire, en quoi la santé intervient dans le cadre du travail? Eh bien, le travail, c'est avant tout, je dirais, des salariés. Pour une entreprise, l'importance de son capital humain est vraiment le cœur de ses ressources. Et un salarié qui sera en bonne condition pour travailler, qui ne sera pas exposé à des risques, qui n'aura pas d'accident, va pouvoir faire un travail de bonne qualité. Et pour la performance de l'entreprise, c'est quelque chose qui va être évidemment très important et qui va permettre à l'entreprise de développer, de répondre à un nouveau marché et d'être en bonne relation avec ses clients. L'OIT, Organisation internationale du travail, parle quand même de 2 millions de personnes qui décèdent sur leur, des suites de maladies contractées sur leur lieu de travail. Est-ce qu'on peut revenir sur quelques-unes de ces maladies? Nous savons qu'elles sont très nombreuses. Est-ce qu'on peut revenir, Denis, sur quelques-unes, celles-là qui sont plus fatales? Parmi les plus fatales, il y a l'amiante, toutes les maladies liées à l'exposition à l'amiante. L'amiante qu'on retrouve dans quel environnement? On retrouve dans quel secteur d'activité? dans beaucoup d'endroits, malheureusement, notamment dans les bâtiments. Elle est restée longtemps utilisée comme matériau de construction, et donc on la retrouve encore dans beaucoup d'entreprises. Et c'est une maladie qui a la particularité de se déclencher au bout d'un certain nombre d'années, parfois jusqu'à 40 ans après l'exposition, et donc ça en fait une maladie qui reste, en tout cas en France par exemple, mortelle, et pour lequel il y a beaucoup de décès encore. Après, il y a d'autres maladies qui sont des expositions aux produits chimiques qui conduisent à des cancers notamment, et parfois donc qui peuvent mener à la mort aussi. Et puis plein d'autres maladies qui ne sont pas forcément létales, mais qui ont la particularité de déclencher des conséquences pour la santé pendant toute sa vie. Je pense à la surdité, par exemple. Oui, à la surdité, oui. Alors, Claire, vous voulez compléter si vous avez d'autres maladies? Il y a les maladies qui sont liées donc à l'exposition à des risques physiques, comme en effet la surdité professionnelle, le fait de travailler dans un environnement sonore avec un niveau sonore élevé, les vibrations également vont provoquer des séquelles au niveau de la santé, les travaux répétitifs, le fait de faire de la manutention, les problèmes de dos, de lombalgie, voilà, beaucoup de séquelles et de problèmes peut-être pas mortels, mais qui vont altérer la santé. Alors, dans un domaine comme le nôtre, la communication, le journalisme, quelles sont les maladies auxquelles nous sommes exposés? Les chefs d'entreprise qui ont des médias, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Quelles sont les conditions de santé et de sécurité qu'ils devraient mettre en place pour le bien-être de leur personnel? Pensez au risque électrique, au risque de présence de travail sur écran, par exemple. De cracher l'écran? Non, de travail sur écran. Oui, travailler sur écran, les permanences, les yeux. Tout ça, on sait peut amener au développement de certains troubles visuels notamment, ou de posture, des troubles musculo-squelettiques importants. Ouais. Et puis un risque également, on a parlé de risque physique, mais aussi psychique avec le stress, peut-être. Le fait de devoir réagir rapidement à une situation, d'aller couvrir un événement, il peut y avoir du stress, et c'est là qu'il y a des risques et qu'il peut y avoir des accidents.
Alors, quelle est la différence entre accident, vous venez de le dire, Claire, il peut y avoir des accidents. Quelle est la différence entre un accident de travail et une maladie professionnelle ou une maladie au travail, du travail? Le mécanisme de survenue n'est pas le même. Dans le cas d'un accident, on parle de mécanisme accidentel, c'est-à-dire qu'on parle d'exposition soudaine à un danger. Oui. Ça peut être l'électricité, une électrocution, ça peut être une chute. Donc dans ce cas-là, on parle d'accident parce que c'est quelque chose qui survient assez rapidement. Les conséquences sont visibles assez rapidement. Dans le cadre d'une maladie professionnelle, on est sur un mécanisme qui est plus chronique, c'est-à-dire qui se développe au bout d'un certain temps. Alors comme je le disais, qui peut aller de quelques semaines pour un trouble musculo-squelettique à quelques dizaines d'années pour l'amiante par exemple. Et donc dans ce cas-là, dans ce type de mécanisme, on est sur un développement plus lent et donc on appellera ça une maladie professionnelle. Donc c'est lié à l'exposition sur le lieu de travail à certains facteurs comme ceux qu'on a rappelés précédemment, le bruit, les produits chimiques, etc. À ne pas confondre, dont les deux sont bien... sont bien distincts, ouais. Donc certains le sont plus que d'autres parce que sur des durées qui sont pas forcément très longues. Hein, Alors, quelle est la responsabilité de l'entreprise à ce moment-là, Claire Denis? Alors, le chef d'entreprise est responsable que ses salariés le matin arrivent au travail en bonne santé et le soir terminent leur travail et n'aient pas eu d'accident de travail et n'aient pas été exposés à des produits, à une situation dangereuse qui pourrait amener une maladie professionnelle dans un mois, un an ou quelques années. Le travail des infirmiers, vous évoquiez le travail des infirmiers, ben voilà, très clairement, ils peuvent être exposés à des piqûres, à des produits, et peut-être que dans le temps, ça peut aussi leur faire développer des maladies. Et aussi, donc ça veut dire que lorsqu'on parle de santé et de sécurité, cela s'applique également même dans le domaine de la santé. Vous parlez des infirmiers, donc même ceux-là qui sont censés prendre soin de nous ont aussi besoin de respect des mesures de sécurité et de santé au quotidien dans l'exercice de leur profession, de leur métier. Ouais. Alors, Denis, en quoi la santé représente un coût pour l'entreprise? Parce qu'il faudrait bien que ces chefs d'entreprise-là, qui nous regardent, puissent comprendre. Oui, tout à fait. Pour ce qui est de la santé, il y a plusieurs... on distingue deux types de coûts. On appelle ça les coûts directs et les coûts indirects. Les coûts directs sont représentés par la réparation de la maladie, les soins, la nécessité de remplacer la personne pendant un temps qui peut être très long. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les coûts directs, qui sont facilement mesurables. Et puis on a à côté de ça des coûts indirects qui, eux, sont un peu plus difficiles à percevoir. C'est tout ce que cela induit dans l'organisation de l'entreprise, le fait qu'il faut former une nouvelle personne qui sera moins productive que l'autre. Le fait qu'au niveau du moral et de la qualité de travail, il y aura des séquelles, il y aura des conséquences au sein de l'entreprise même, et puis en dehors de l'entreprise, au niveau des clients, au niveau de... tout dépend si cette entreprise est publique ou en tout cas un regard sur l'extérieur est considéré par l'extérieur, et donc dans ce cas-là, il y aura une image qui sera dégradée de l'entreprise parce que on associera ces maladies. Donc ça se mesure pas facilement, c'est pour ça qu'on appelle ça les coûts indirects, mais ça représente un montant qui peut être très important. Il peut y avoir des difficultés de recrutement. Les jeunes, les on ira moins facilement vers une entreprise pas choisir d'aller on sait qu'on se blesse, où il y a des produits chimiques dangereux, et ça fait ça. Ouais, exactement. On sait au Cameroun que très peu de chefs d'entreprise mettent un accent sur la sécurité et la santé du personnel, mais est-ce que c'est le cas en France? France aussi, il y a des entreprises pour lesquelles c'était pas la priorité. C'est pas la priorité. La priorité, on croit toujours que c'est un coût. Il va falloir acheter des machines, mettre en conformité les machines, acheter des équipements de protection individuelle. Donc, il y a des chefs d'entreprise qui, en effet, ne vont vraiment réaliser l'enjeu de la sécurité qu'après un accident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, malheureusement, après avoir eu dans leurs effectifs un salarié qui a été accidenté ou qui a une maladie professionnelle, vont mettre en place des actions pour réparer cela. En France, on a aussi des textes de loi qui sont en train de structurer et de contraindre, voire de poser des sanctions financières. Et malheureusement, il faut parfois passer par ces sanctions-là pour que les entreprises et les chefs d'entreprise prennent conscience de leurs responsabilités. Et parfois, il peut y avoir ces leviers financiers. Vu que vous parlez de ces mesures de sécurité et de santé, quelles sont-elles? Première étape, recenser les dangers présents ou potentiellement présents, et ensuite évaluer le risque associé. Ça peut être par exemple des produits chimiques,
Qu'est-ce qu'on fait avec ces produits chimiques? Quel est le niveau de risque présenté par ces produits chimiques? C'est différent si on fait que du stockage, c'est différent si on les utilise dans un procédé, par exemple, et qu'on est exposé aux vapeurs de ces produits. Ça peut être des produits qui explosent, qui brûlent, enfin peu importe. Tout ça s'évalue et on arrive comme ça à distinguer les risques principaux. C'est la première étape à distinguer. On va s'attaquer ensuite à ces risques principaux en mettant en place des mesures qui viseront à réduire ce niveau de risque, et par des mesures préventives et par des mesures de protection. Alors, est-ce qu'il faudrait automatiquement, pour que les employés sachent qu'effectivement ici, leur santé est prise en compte par leur employeur, un médecin de travail présent à temps partiel dans une entreprise, ou alors c'est pas vraiment nécessaire et si les conditions sont respectées, on n'a pas forcément besoin d'un médecin de travail? Alors la question des ressources et des acteurs est une vraie question et je pense qu'un médecin du travail par rapport au risque de l'activité du journaliste ne se justifie peut-être pas, mais qu'un médecin du travail soit sous contrat, je dirais, ou puisse être un prestataire de l'entreprise de communication est un point important pour faire la surveillance médicale justement des salariés. Ça, c'est un point important. Nous, en France, il n'y a pas un médecin du travail pour chaque entreprise, mais des médecins du travail qui interviennent pour plusieurs grandes entreprises. Tout à fait, des grandes entreprises. L'idée en termes de santé, c'est de savoir distinguer. Autant pour l'accident du travail, malheureusement, c'est quelque chose c'est immédiat, on se rend compte, on se blesse et tout le monde peut le voir. Au niveau des maladies, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus long. On parlait du stress tout à l'heure, de cette notion de burn-out par exemple. Et donc, personnel médical, Dieu sait si c'est un sujet très important. Très important. Donc, le médecin a ce rôle de prévention et de détection au bon moment du problème, avant d'attendre que ça devienne un réel problème pour l'employé. Donc, d'où la nécessité d'avoir un service. Alors, Denis, Claire, je vais vous inviter, on va marquer un arrêt pour aller suivre ce reportage. Vous savez que le 12 mai dernier, les infirmiers ont été célébrés, ces hommes et femmes qui, au quotidien, sont très impliqués dans la dispensation des soins dans nos formations hospitalières. Donc, je vais vous proposer d'écouter quelques-uns qui s'expriment dans le reportage qui suit. Ce sont des hommes et des femmes qui n'ont pas froid aux yeux à la vue du sang ou des malades dans un état critique. Ils s'activent au quotidien dans la prise en charge des patients dans les hôpitaux et sont la courroie de transition entre malades et médecins. L'infirmière est là comme un guide pour un malade. Elle doit accueillir la malade et aider la malade à pouvoir surmonter toutes ses douleurs et se sentir mieux qu'avant. Seulement l'accueil de l'infirmière peut apporter un peu de guérison à une malade avant que la malade ne reçoive ses soins. Je m'assois, je lis les dossiers un à un pour savoir comment les patients ont passé la journée, les soins qu'ils ont reçus et les soins qu'ils attendent. Après cela, je dois préparer la ronde avec le médecin. Quand on parle la ronde, c'est pour voir les malades, comment ils ont passé la nuit. S'ils ont les plaintes, on cherche à trouver les solutions à leurs plaintes. S'ils ont les changements à mener pour les traitements, on les fera. Et s'il y a aussi également les examens à faire pour trouver de quoi ils souffrent si ce qu'on a d'abord trouvé à base ne marche pas. Des nuits blanches au chevet des malades. Efforts physiques, malades et médecins exigeants, le quotidien des infirmiers au Cameroun n'est pas de tout repos. Il y a toujours les rapports entre l'infirmière et le médecin. Puisque l'infirmière est appelée à administrer les soins selon la façon où le médecin a demandé. Et si l'infirmière rencontre les difficultés pendant qu'elle est en train de faire les soins, elle doit s'approcher vers le médecin pour expliquer ses difficultés. Parce que c'est à partir de cela que le médecin saura si les traitements de base qu'elle a mis et il a prescrit pour le patient va marcher ou pas. C'est l'infirmière qui passe plus de temps avec le patient que le médecin. C'est comme une courroie de transmission entre le médecin et le malade. Quand le malade pose des problèmes,
c'est l'infirmier qui va donc rapporter les problèmes auprès du médecin. Et par la suite, on finit toujours par trouver une solution à son problème. Si je prends le cas de la Fondation médicale Abidjan, où j'ai passé pratiquement tout mon temps à servir les malades, nous avons un traitement qui n'est pas déplorable. L'infirmier vit de son travail. Au premier rang dans les institutions hospitalières, les qualités de ces infirmiers se résument à l'attention et la compassion envers les malades, mais surtout au professionnalisme. Une petite faute par l'infirmière, ça peut prendre la vie d'un malade. Donc, comme infirmière, il faut toujours être vigilante, compassionnante, accueillante et l'écoute du malade. Il faut toujours être patient pour écouter toutes les plaintes des malades et trouver une solution à toutes ces plaintes. Face à les malades sont exigeants et sont toujours pressés. Donc, comme infirmière, il ne faut pas se mettre à discuter avec le malade. Il faut amener le malade à comprendre que chacun serait pris en charge. Donc, ils doivent juste exercer un peu de patience. Si dans les hôpitaux, les efforts fournis par ces soldats du sang sont appréciés par les malades, infirmiers et infirmières réclament une meilleure considération de leur statut. Comme je suis internée là, je suis plus en contact avec l'infirmier que le médecin. Nos infirmières, nos infirmiers, notre futur a été le thème de célébration le 12 mai 2023 de la Journée internationale des infirmiers. Voilà, retour sur ce plateau après avoir suivi ce reportage. Claire, Denis, les infirmiers, ils jouent quand même un rôle important. Un rôle crucial, très très important. De constater, sans infirmiers, les médecins ne peuvent rien. Exactement, et c'est un maillon indispensable de la chaîne de soins, et comme disait Denis, et de prévention et de traitement, de curatif, pour apporter les premiers soins. Moi, c'est vraiment un métier qui me touche particulièrement, puisque ma maman est infirmière et ma sœur aussi, donc c'est une sensibilité que j'ai eue beaucoup et qui m'a certainement influencée dans cet aspect de travailler dans l'entreprise aussi à la prévention. Donc, voilà. Alors, lorsqu'on parle de santé et sécurité au travail, est-ce que les infirmiers rentrent dans le processus? Est-ce qu'ils font partie de ces personnes-là qui aident en entreprise? Tout à fait. Moi, pour vous partager une modeste expérience, pendant 15 ans dans un laboratoire pharmaceutique, nous avions en effet un médecin du travail, mais qui s'occupait de plusieurs usines réparties en France. Par contre, nous avions un infirmier ou une infirmière de travail sur chacun des sites de production. Et c'est vraiment le relais le plus proche des salariés, comme le disait Denis, qui vont pouvoir regarder et contrôler, la santé des salariés, faire les surveillances au niveau de la perte d'audition, faire des prises de sang, analyser et surtout écouter les salariés et pouvoir détecter des situations qui pourraient évoluer en maladie professionnelle. Alors, donc, si je comprends bien, une entreprise peut ne pas avoir un médecin de travail, mais peut avoir un infirmier de travail, mais qui est là en poste stable, qui ne vient pas, qui repart, qui est salarié, qui est là. Et chaque fois qu'un personnel a un souci, il peut aller là-bas. Peut-être les premiers soins avant que le personnel soit référé à l'hôpital. Ce rôle-là de faire les premiers soins en cas d'accident pour réagir rapidement, ça c'est une chose importante. Et puis aussi pour suivre au quotidien. Leur rôle s'est beaucoup développé dans les entreprises, puisqu'on est maintenant sur des risques qui sont plus difficilement détectables. On parlait encore une fois du stress tout à l'heure. Oui, du stress. C'est important d'avoir une oreille, c'est un petit peu des gens qui sont à l'écoute des salariés, et en ce sens ils sont très précieux, quoi. Et beaucoup d'entreprises n'ont pas la chance d'avoir peut-être des infirmiers, mais ils vont avoir des secouristes sauveteurs du travail, donc qui auront été formés par le personnel médical pour apporter les premiers soins. Alors, et ces secouristes, ça peut être le personnel même? Tout à fait. Tout à fait. Ça veut dire, on peut, nous, par exemple, nous ici à Canada, on fait recours à un personnel médical qui vient former l'un d'entre nous, parmi nous, pour apporter les premiers soins en cas d'accident. Ça limite beaucoup les conséquences et la gravité des accidents. Souvent, les premiers soins apportés vont pouvoir permettre de limiter la gravité des conséquences. Parce qu'en fait, au Cameroun, si on note une grande réticence des employeurs à avoir des médecins de travail ou des services de sécurité et santé, c'est parce qu'ils estiment que ça coûte trop cher. Mais alors, ce que vous venez de proposer, ce
aussi une très bonne idée, peut-être pour un début, former le personnel, de choisir des volontaires parmi son personnel, Exactement. les former et ces derniers peuvent intervenir en cas... Ils peuvent sauver la vie de leur collègue, éviter que l'accident devienne grave et extrêmement grave. Donc ils ont une action immédiate, comme pour l'incendie, on forme des gens pour réagir immédiatement. Les pompiers interviennent quand c'est nécessaire, vraiment très urgent. Mais c'est très précieux d'avoir des gens sur place formés au premier geste, tout simplement, ne serait-ce qu'appeler correctement les secours. Alors, Denis, vous qui accompagnez les entreprises pour la mise sur pied de la qualité, hygiène, sécurité, environnement, est-ce que vous pouvez vous adresser, regardez votre caméra, vous adresser à ces chefs d'entreprise camerounais, vous les rassurer en disant que voilà, ça ne coûte pas cher, on peut commencer par ci, par ça. Vous pouvez devenir un consultant également. Proposer des services. Oui, proposer vos services. Non, il est clair que c'est un sujet qu'on doit prendre en compte parce que ça c'est une condition de pérennité de l'entreprise en fait. Si on ne va pas vers cette recherche de risque et cette prévention et cette maîtrise du risque, on ne maîtrise pas son avenir en termes d'entreprise. Donc c'est indispensable et indissociable. On parlait tout à l'heure du recrutement des personnes, de la qualité de vie dans ces entreprises. On doit offrir ça maintenant. De plus en plus, les gens ont besoin de ça. Et donc je pense que dans ce cadre-là, c'est indispensable de lancer une démarche qui est un coût au début, on ne peut pas le nier, hein. Dans l'immédiat c'est un coût, mais qui dans l'avenir représente un gain potentiel très important. C'est un investissement rentable. Voilà. Parce qu'on sait que le personnel est le capital important d'une entreprise. Si elle est en bonne santé, si ce personnel est en bonne santé, forcément ils donneront de meilleurs rendements. Oui, travailler dans des choses qui sont un peu récentes mais qui ont été montrées. Oui. On travaille mieux et plus efficacement dans un environnement sain et dans un meilleur environnement de travail. En tout cas. Alors pour terminer, Claire, Denis, qu'est-ce qu'il faut faire pour maîtriser au travail? Bon, on a donc évoqué tout à l'heure la nécessité d'évaluer le risque, de le mesurer et ensuite de prendre des mesures de prévention. Ces mesures sont de deux types, hein, justement des mesures de prévention qui visent à éviter que l'accident survienne et puis les actions de protection qui sont faites pour protéger le salarié s'il est tout de même exposé au risque. On pense aux protections auditives par exemple. On cherche d'abord à réduire le bruit, c'est beaucoup plus efficace. Ensuite on cherche à protéger collectivement les opérateurs et en fin de compte si on ne peut pas réduire suffisamment ce danger, on ira vers des protections individuelles des salariés. Mais tout ça rentre dans un système de management de la santé et de la sécurité, donc il y a des piliers. Pour cela. Il y a aussi des acteurs qui sont incontournables. Nous ne sommes pas des experts de la réglementation locale, mais je pense que dans vos structures, dans votre réglementation, voilà, il y a bien sûr les chefs d'entreprise, le personnel de santé, mais aussi les instances du personnel, les représentants du personnel, les commissions de sécurité. Voilà, il y a au niveau du ministère du Travail, le ministère de l'Industrie, voilà, des instances qui doivent faire aussi avancer cette prise en charge des dangers. Alors, je vous dis merci. Denis Remermier et Claire Desmazières d'être passés sur ce plateau, sur le plateau de Check-up, pour parler de la santé et de la sécurité en entreprise, du travailleur bien entendu. C'est un sujet important. Il faudrait que les chefs d'entreprise prennent conscience de la nécessité de mettre un accent sur cet aspect-là pour non seulement le bien-être de son personnel, mais également pour l'avancée de son entreprise. Retour sur ce plateau, nous espérons que vous avez suffisamment appris. Si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas, contactez-nous via les adresses qui s'affichent au bas de vos écrans. Vous pouvez nous faire des suggestions ou des propositions de thèmes d'émissions à aborder. C'est ici que s'achève Check-up de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. Et en attendant, restez en compagnie des programmes de Canada International qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.